Salut les amis pêcheurs. Imaginez la scène. Il fait -10, le vent souffle un peu, vous arrivez enfin sur votre lac gelé préféré. Et là, vision de rêve, des dizaines de trous déjà percés par les pêcheurs de la veille. Vous vous dites, parfait, pas besoin de sortir la tarière. Je vais m'installer là, le travail est déjà fait. Et si je vous disais que vous venez de tomber dans le piège le plus courant de la pêche blanche, que cet endroit, qui vous semble si prometteur, est peut-être la pire place sur tout le lac. Dans cette vidéo, on va briser ce mythe. Je vais vous expliquer pourquoi ce vieux trou est une véritable illusion et comment, en réalité, il vous indique précisément où ne pas se pêcher. Restez bien jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler pourrait radicalement changer vos prochaines sorties et surtout, vous éviter de rentrer bredouille. Alors, la vraie question est, êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir? Dites-moi en commentaire honnêtement, qui s'est déjà jeté sur un vieux trou en pensant faire une bonne affaire? Pourquoi cette idée est-elle si tenace? C'est simple, elle est basée sur une logique qui semble infaillible. Si un pêcheur a passé du temps ici, s'il a percé non pas un, mais 10, 20 trous, c'est qu'il cherchait quelque chose. Il a probablement détecté une cassure, un haut fond, une structure intéressante avec son sondeur. Donc, l'endroit est bon, la structure est là. Pour le pêcheur qui arrive après, surtout le débutant ou celui qui n'a pas beaucoup de temps, c'est une aubaine. C'est un raccourci mental. On se dit, il a fait le travail de localisation pour moi, je n'ai plus qu'à en profiter. C'est une habitude ancrée, presque un réflexe. On économise de la batterie sur la tarière électrique, on économise de l'énergie avec la manuelle, on gagne du temps. Pendant des années, on a vu les autres faire ça, alors on reproduit le schéma sans se poser de questions. Mais en pêche, la logique la plus évidente est souvent la plus trompeuse. Et cette habitude, mes amis, est probablement la raison principale de beaucoup de vos sorties sans touche. Alors, commençons par le raisonnement de base. Vous voyez ce groupe de trous. La première pensée qui vous vient, c'est « Super, quelqu'un a trouvé du poisson ici ». C'est humain, c'est logique. On imagine le pêcheur de la veille tirant poisson sur poisson, remplissant son seau. On se voit déjà prendre sa place et continuer la fête. C'est une vision optimiste de la situation. On interprète ces trous comme un signe de succès. On se dit que le banc de perche est peut-être encore là, juste en dessous, à attendre tranquillement notre appât. C'est un peu comme trouver une place de parking libre en plein centre-ville, ça semble trop beau pour être vrai. Et comme souvent dans ces cas-là, ça l'est. Cette première impression, cette impulsion de s'installer sans réfléchir, est la première étape du piège. On est tellement content d'économiser l'effort de percer qu'on en oublie l'essentiel, se demander si notre logique est la bonne. Or, il existe une autre interprétation beaucoup plus probable et beaucoup moins joyeuse de la présence de ces trous, et c'est cette deuxième interprétation qui devrait guider toutes vos décisions. Maintenant, retournons la situation. Posez-vous la question inverse. Pourquoi le pêcheur qui était là est-il parti? Si vraiment c'était la folie, s'il sortait des poissons de 40 cm toutes les 5 minutes, serait-il vraiment parti? Probablement pas. La réalité la plus fréquente est bien plus simple. Il est parti parce que ça ne mordait plus, ou pire, parce que ça n'a jamais vraiment mordu. Il a peut-être fait quelques poissons au début, les plus actifs du groupe, puis plus rien. Il a insisté, il a changé de l'heure, il a attendu, et finalement, frustré, il a plié bagage. Ces trous ne sont donc pas forcément le témoignage d'une pêche miraculeuse. Ils sont plus probablement la scène d'un crime, le lieu où l'activité piscicole a été tuée pour plusieurs heures. En vous installant là, vous ne prenez pas la suite d'une fête, vous arrivez après la bataille, quand tout le monde est rentré chez soi et qu'il ne reste plus que des débris. Vous pêchez sur les cendres d'une activité passée. C'est une perspective beaucoup moins réjouissante, n'est-ce pas? Mais c'est une perspective bien plus réaliste et bien plus utile pour la suite. Parlons d'un concept crucial, la pression de pêche. Le poisson n'est pas idiot.
surtout les beaux sujets, ceux qui ont de l'expérience. Ils associent très vite une zone à un danger. Imaginez ce qui s'est passé à cet endroit précis. Pendant des heures, il y a eu du bruit en surface. Le bruit de la tarière, les pas lourds sur la glace, les chutes d'objets, la sonde qui tape contre la glace. Tout cela crée des vibrations et des sons inhabituels que les poissons perçoivent à des dizaines de mètres à la ronde grâce à leurs lignes latérales. Ensuite, il y a eu des leurres, des appâts qui sont descendus, qui ont gigoté, qui ont peut-être piqué un ou deux de leurs congénères. Les autres ont vu la scène. Le message est clair pour eux. Cette zone verticale, sous ce trou de lumière, est une zone de danger extrême. Les poissons les plus malins, les plus gros, se sont déjà écartés. Ils ne sont pas partis à des kilomètres, mais ils se sont mis en retrait, à l'abri, dans un état de méfiance accrue. En arrivant et en replongeant votre ligne dans le même trou, vous ne faites que confirmer leur méfiance. Vous pêchez pour des poissons qui sont déjà en alerte maximale. Approfondissons cette histoire de bruit. L'eau et la glace sont d'excellents conducteurs de sons et de vibrations. Le son d'une tarière, surtout thermique, est un véritable cataclysme pour le monde subaquatique. Mais même une tarière électrique ou manuelle génère des vibrations importantes. Pensez-y. Vous percez plusieurs kilos de glace. C'est une agression. Ensuite, il y a le bruit de la vie sur la glace. Le simple fait de marcher avec des grosses bottes, de poser son seau un peu brusquement, de gratter la glace dans le trou avec la louche en métal. Chaque son est amplifié sous l'eau. Pour un poisson, c'est comme si quelqu'un tapait sur les murs de votre maison en permanence. Au début, ça intrigue, puis ça agace, et très vite, ça fait fuir. Les poissons les plus craintifs, comme le sandre par exemple, vont déserter la zone immédiatement. Les perches, un peu plus curieuses, vont peut-être rester un moment, mais la répétition du dérangement va finir par les lasser. Le pêcheur précédent a donc créé une bulle de vacarme autour de ces trous. En arrivant, même si vous êtes le plus discret du monde, vous vous installez au centre de cette zone qui a été traumatisée acoustiquement. Vous êtes au pire endroit. Et il n'y a pas que le bruit, il y a la lumière. Sous la glace, surtout quand elle est recouverte de neige, le monde du poisson est sombre, tamisé. C'est un environnement à faible luminosité auquel ils sont parfaitement adaptés. Maintenant, imaginez qu'on perce un trou de 200 mm de diamètre. C'est un véritable puits de lumière qui transperce leur plafond. C'est soudain, c'est brutal, c'est tout sauf naturel. Pour un poisson qui passe en dessous, c'est comme si on vous braquait une lampe torche en pleine figure dans une pièce noire. Le premier réflexe, c'est de fuir cette lumière agressive. Les poissons prédateurs utilisent souvent la pénombre pour chasser, pour surprendre leur proie. Ce faisceau lumineux les expose, ils se sentent vulnérables. Un vieux trou qui a été bien nettoyé de sa neige et de sa glace est une source de lumière permanente. Les poissons apprennent à l'éviter. Ils vont passer plus loin, plus en profondeur, mais ils vont contourner ce projecteur menaçant. En pêchant dans ce trou, vous placez votre leurre au milieu de la scène, sous les projecteurs, alors que les acteurs principaux, les poissons, sont déjà partis se cacher en coulisses, là où il fait plus sombre et plus sûr. Parlons maintenant des appâts et des leurres. Le pêcheur qui vous a précédé a probablement essayé plusieurs choses. Il a peut-être commencé avec une petite dandinette, puis un leurre vibrant, puis un plomb-palette. Il a peut-être même amorcé avec des asticots ou de l'amorce. Les poissons qui sont restés dans le secteur ont donc vu défiler tout un menu. Les plus agressifs ont mordu et ont été sortis. Les autres, les plus méfiants ou les moins actifs, ont vu ces objets non identifiés descendre et remonter. Ils sont devenus éduqués. Ils ont compris que ce truc brillant qui sautille bizarrement est associé au danger. Quand vous arrivez avec votre propre leurre, même s'il est différent, vous le présentez à des poissons qui sont déjà sur leur garde. Leur méfiance est à son comble. C'est comme essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui vient de se faire arnaquer.
La confiance est rompue. De plus, il y a la question de la satiété. Si le pêcheur précédent a amorcé, les poissons ont peut-être mangé et ne sont tout simplement plus en appétit. Vous arrivez après le repas. Dans tous les cas, vous ne bénéficiez plus de l'effet de surprise et de l'agressivité naturelle du poisson. On en arrive au cœur du mythe des restes. Beaucoup de pêcheurs se disent « D'accord, le premier a pris les plus actifs, mais il en reste forcément. Je vais prendre les autres. » C'est une grave erreur de jugement. En pêche, la loi des 86-20 s'applique souvent. 20% des poissons d'un banc sont très actifs et faciles à prendre. Les 80% restants sont soit neutres, soit totalement inactifs et méfiants. Le premier pêcheur, en arrivant sur une zone fraîche, a déclenché et capturé ces 20% de poissons faciles. C'est ce qu'on appelle écrémer le poste. Il vous a laissé les 80% restants, c'est-à-dire les poissons les plus difficiles, les plus éduqués, les plus tatillons. Votre mission, si vous l'acceptez, est donc de tenter de faire mordre des poissons qui ont déjà refusé les leurs du pêcheur précédent, qui ont été stressés par le bruit et la lumière, et qui sont probablement en train de digérer tranquillement à l'écart. Vos chances de succès sont donc mathématiquement très faibles. Vous ne pêchez pas les restes d'un festin, vous pêchez les miettes que même le plus affamé n'a pas voulu. Alors, à ce stade, vous devez vous dire « Bon, d'accord, le vieux trou est une mauvaise idée, je dois donc l'ignorer complètement ?» Eh bien non, pas exactement. Ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce vieux trou, ou plutôt cet ensemble de vieux trous, est en fait une mine d'informations. C'est un message laissé par le pêcheur précédent. Il ne faut pas le lire comme « le poisson est ici », mais plutôt comme « j'ai cherché le poisson ici ». C'est un changement de perspective fondamental. Vous devez cesser de voir ce trou comme une destination, une chaise confortable qui vous attend. Vous devez commencer à le voir comme une page arrachée du journal de bord d'un autre pêcheur. C'est un indice. Votre travail n'est pas de vous asseoir et de copier, votre travail est de devenir un détective. Vous devez analyser cet indice pour comprendre ce que l'autre a fait et en déduire ce que vous devriez faire. Et ce que vous devriez faire est presque toujours différent de ce qu'il a fait. C'est là que la pêche devient un jeu de stratégie et non plus un jeu de hasard ou de facilité. Quelle est donc cette information si précieuse? Le vieux trou vous renseigne sur la topographie sous-marine. Personne ne perce des trous au hasard en plein milieu de nulle part, sur un fond plat et monotone. Si un pêcheur a concentré ses efforts à un endroit, c'est qu'il a probablement détecté, avec un sondeur ou par expérience, une particularité du fond. Il peut s'agir d'une cassure, c'est-à-dire une chute brutale de la profondeur. Il peut s'agir d'un haut fond, une sorte de colline sous-marine. Ça peut être un lit de rivière, une tache de roche, un herbier qui subsiste en hiver. Toutes ces structures sont des aimants à poissons. Elles te leur offrent un abri, des zones de chasse, des points de repère. Le pêcheur précédent a trouvé l'adresse du restaurant. Le problème, c'est qu'il a fait tellement de bruit en entrant que tous les clients se sont cachés dans les cuisines. Le restaurant est bon, mais la salle est vide. Le trou vous indique donc la présence de la structure, mais il marque aussi l'épicentre de la zone de dérangement. Votre objectif est de trouver les cuisines, là où les poissons se sont réfugiés. C'est ici qu'on adopte une mentalité de pro. Le pêcheur amateur voit un trou et s'y installe. Le pêcheur expérimenté voit un trou et commence à réfléchir. Il sort son propre sondeur ou même juste une carte bathymétrique et il essaie de comprendre. Il transforme l'information brute, un trou dans la glace, en une hypothèse stratégique. La stratégie n'est plus « je pêche ici ». La stratégie devient « ok, il a pêché sur le sommet du haut fond. Les poissons ont probablement été dérangés et sont descendus sur les flancs. Je vais donc percer mes propres trous sur les côtés de cette structure à 10, 15 ou 20 mètres de là. » Vous voyez la différence?
On ne subit plus la situation, on l'analyse. On utilise le travail de l'autre non pas pour copier bêtement, mais pour construire sa propre stratégie, plus fine, plus intelligente. Le vieux trou n'est plus une chaise, c'est une boussole. Il vous donne une direction, une indication sur la zone générale à prospecter. Mais le point précis, le sweet spot, c'est à vous de le trouver, loin du dérangement. Comment lire cette carte laissée par les autres? C'est très simple. Il faut observer la disposition des trous. Ne regardez pas un seul trou, regardez l'ensemble du schéma. Est-ce que les trous forment une ligne droite? Sont-ils disposés en grille, comme pour une partie de bataille navale? Ou sont-ils concentrés en un seul gros paquet chaotique? Chaque disposition raconte une histoire différente et vous donne des indices sur ce que le pêcheur cherchait et ce qu'il a potentiellement trouvé. C'est la première étape de votre enquête. Prenez quelques minutes avant même de déballer votre matériel pour marcher un peu, observer la zone et essayer de décrypter le plan de bataille de votre prédécesseur. Souvent, les pêcheurs sont méthodiques, même sans s'en rendre compte. Leurs traces sur la glace sont comme une écriture qu'il faut apprendre à déchiffrer. C'est une compétence qui, une fois acquise, vous donnera un avantage considérable sur 90% des autres pêcheurs qui se contentent de foncer tête baissée sur le premier trou venu. Prenez le temps de l'analyse, c'est un investissement qui rapporte gros. Prenons un premier cas concret. Vous voyez une ligne de trous. Les trous sont espacés assez régulièrement sur une distance de 50 ou 100 mètres. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la signature typique d'un pêcheur qui prospecte une structure linéaire. Le plus souvent, il suit une cassure. Avec son sondeur, il a repéré le point où le fond descend brusquement et il a percé des trous tout le long de cette ligne pour trouver où se tiennent les poissons. Cette ligne de trous est une véritable pépite d'information. Elle vous matérialise sur la glace le tracé exact de la cassure en dessous. Vous n'avez même plus besoin de chercher la structure, on vous l'a dessinée. Que faire alors? Certainement pas repêcher dans les mêmes trous. L'astuce consiste à percer vos propres trous, mais de manière perpendiculaire à cette ligne. Partez d'un des vieux trous et percez un nouveau trou 5 mètres vers le moins profond, puis un autre 5 mètres vers le plus profond. Vous allez ainsi pouvoir intercepter les poissons qui se déplacent le long de la structure, mais en dehors de la zone de pression directe créée par la première ligne de trous. Deuxième cas de figure, encore plus courant. Vous trouvez un gros paquet de trous, un amas chaotique sur une petite surface de quelques mètres carrés. C'est le signe le plus évident. Ici, le pêcheur a trouvé quelque chose. Il a probablement localisé un banc de perches ou une belle concentration de poissons blancs qui attire les carnassiers. Il a eu des touches, il a insisté, il a repercé à côté pour suivre le banc qui se déplaçait légèrement. C'est la zone chaude de la veille. Mais aujourd'hui, c'est la zone la plus brûlée, la plus surpêchée, la plus méfiante du secteur. C'est une véritable souricière pour le pêcheur naïf. S'y installer, c'est la garantie quasi certaine de ne rien prendre. Alors, que faire? La stratégie est simple. Considérez cette zone comme l'épicentre d'un tremblement de terre. Le plus gros du choc a eu lieu ici, mais les ondes se sont propagées et les habitants ont fui vers la périphérie. Votre travail est de pêcher cette périphérie. C'est là que les poissons se sont réfugiés, attendant que le calme revienne. Ils sont à proximité, mais pas dedans. Cela nous amène à une règle pratique que vous pouvez appliquer presque systématiquement. Appelons-la la règle des 10 mètres. Lorsque vous trouvez un amas de vieux trous qui indique une zone de pêche intensive, ne vous approchez pas. Prenez cette zone comme point de référence et déplacez-vous d'au moins 10 bons mètres, voire 15 ou 20, si le lac est grand et la pression forte. Percez votre premier trou à cette distance. Pourquoi 10 mètres? C'est une distance empirique, mais elle correspond souvent à la limite de la zone de méfiance immédiate du poisson. À cette distance, les vibrations et le stress causés par le pêcheur précédent sont beaucoup plus atténués.
Vous présentez votre leurre à des poissons qui ont été dérangés, certes, mais qui ne sont plus en état d'alerte rouge. Vous êtes juste à la lisière de leur zone de repli. C'est le meilleur compromis. Vous êtes assez proche de la structure et de la zone où se tenaient les poissons, mais assez loin de l'épicentre du dérangement pour pouvoir pêcher plus sereinement et toucher des poissons moins éduqués. C'est simple, c'est concret et ça marche. Pour affiner cette règle des 10 mètres, il faut essayer de penser comme un poisson. C'est le secret ultime. Mettez-vous à sa place. Vous êtes une belle perche, tranquille sur un haut fond. Soudain, un vacarme assourdissant au-dessus de votre tête. La lumière jaillit. Des objets étranges descendent du ciel. Votre cousin se fait harponner et disparaît vers la surface. Quelle est votre réaction? Vous n'allez pas rester planté là. Vous allez fuir. Mais où? Vous n'allez pas traverser tout le lac. Vous allez chercher l'abri le plus proche. Quel est cet abri? Ce sera le pied de la cassure, là où l'eau est plus profonde et plus sombre. Ce sera le cœur d'un herbier un peu plus dense, à quelques mètres de là. Ce sera derrière un gros rocher. Votre stratégie doit donc consister à identifier ces zones de repli potentielles autour de la zone de pression. Si les vieux trous sont sur une pointe rocheuse, pêchez juste à côté dans la baie plus profonde. Si les trous sont sur une zone de sable, cherchez la bordure avec les herbiers. Anticipez la fuite du poisson et allez l'attendre là où il se sent en sécurité. Prenons un exemple ultra concret que tout le monde connaît. La pêche sur un haut fond, une fameuse patate. Le pêcheur de la veille a trouvé le sommet de la patate, disons à 3 mètres de profondeur, alors que le fond autour est à 8 mètres. Il a fait un carton sur les perches qui chassaient sur le dessus. Il a donc laissé un gros paquet de trous sur cette zone de 3 mètres. Vous arrivez le lendemain, que faites-vous? Vous n'allez pas sur le sommet. Vous sortez votre sondeur. Vous repérez les flancs de la patate. Vous allez percer vos trous non pas à 3 mètres, mais à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de profondeur, tout autour de l'ancien spot. Les perches, stressées, sont redescendues le long de la pente. Elles sont là, sur le flanc, en attente. En pêchant à cette profondeur intermédiaire, vous allez intercepter ces poissons méfiants. Vous ne pêchez plus là où ils mangeaient hier, vous pêchez là où ils se cachent aujourd'hui. C'est une approche beaucoup plus subtile. Vous utilisez l'information au fond, mais vous l'adaptez au comportement d'un poisson stressé. C'est toute la différence entre un pêcheur qui subit et un pêcheur qui réfléchit. Parlons maintenant de l'avantage d'un trou fraîchement percé. On a beaucoup parlé du bruit comme d'un élément négatif, mais dans certains cas, le bruit de la tarière peut être un attracteur. C'est contre-intuitif, mais c'est une réalité. Des poissons curieux comme la perche peuvent être attirés par les vibrations d'un perçage. Ils viennent voir ce qui se passe. De plus, le perçage libère des particules, des sédiments, des petits organismes contenus dans la glace, ce qui peut mettre le poisson en appétit. C'est un signal. Vous créez un événement. En pêchant immédiatement dans ce nouveau trou, vous bénéficiez de cet effet de curiosité. Vous présentez votre leurre à des poissons qui sont venus voir, qui sont actifs. C'est exactement l'inverse de la situation du vieux trou, où vous vous adressez à des poissons qui ont fui le bruit. Bien sûr, cet effet ne dure pas longtemps, mais il peut vous donner une fenêtre de tir de quelques minutes pour déclencher une touche rapide. C'est un avantage énorme que vous perdez complètement en choisissant la facilité du trou déjà fait. L'autre avantage majeur du trou neuf, c'est l'élément de surprise. Pensez-y. Dans un vieux trou, le poisson a déjà vu passer des leurres. Il a eu le temps d'observer, d'analyser, de se méfier. La zone est connue, répertoriée comme dangereuse. Quand vous percez votre propre trou à 10 mètres de là, vous créez une situation totalement nouvelle. Vous faites descendre votre leurre dans une colonne d'eau où aucun leurre n'est passé depuis des heures, voire des jours. Les poissons qui se trouvent en dessous n'ont pas été sollicités. Ils n'ont pas été éduqués. Leur réaction sera beaucoup plus naturelle, plus agressive.
vous restaurez le facteur le plus important pour déclencher l'attaque d'un carnassier. La surprise. Le poisson n'a pas le temps de réfléchir. Il voit une proie potentielle qui apparaît soudainement sur son territoire. Il attaque par réflexe. En vous donnant la peine de percer, vous vous donnez les moyens de créer cette surprise. En choisissant un vieux trou, vous vous en privez volontairement. C'est un peu comme raconter la fin d'un film avant qu'il ne commence. Ça gâche tout le plaisir. Alors, existe-t-il une exception? Y a-t-il un moment où pêcher dans un vieux trou peut être une bonne idée? Oui, il y en a une, mais elle est très spécifique. C'est le cas de la pêche au lever du soleil, sur des trous qui ont été faits la veille. La condition sine qua non, c'est que la zone ait eu toute la nuit pour se calmer. Pendant ces longues heures d'obscurité et de silence, le poisson a oublié le stress de la journée. La méfiance est retombée. Les poissons sont revenus se poster sur la structure. En arrivant le premier, aux premières lueurs, avant que quiconque ne refasse du bruit, vous pouvez profiter de ce retour au calme. Vous vous glissez discrètement jusqu'au trou, vous débouchez doucement la fine couche de glace qui s'est reformée et vous descendez votre ligne. Vous pouvez alors bénéficier du bon emplacement, sans le facteur négatif du dérangement immédiat. C'est la seule situation où le vieux trou peut être un avantage. Mais attention, dès que le premier pêcheur de la journée arrive et commence à jouer de la tarière, cet avantage disparaît instantanément. C'est une fenêtre de tir très courte. Pour résumer tout ce que nous avons vu, il est temps de changer radicalement votre regard sur ces trous abandonnés. Arrêtez de les voir comme un cadeau, un raccourci, une place de pêche toute prête. Commencez à les voir pour ce qu'ils sont réellement. Une information brute, une trace du passé, un indice. Votre rôle n'est pas celui d'un charognard qui vient finir les restes. Votre rôle est celui d'un enquêteur, d'un stratège. Vous devez analyser la disposition de ces trous pour comprendre la structure du fond. Vous devez ensuite formuler une hypothèse sur le comportement de fuite du poisson. Et enfin, vous devez tester cette hypothèse en perçant vos propres trous à l'écart de la zone de pression, là où les poissons se sont réfugiés. C'est un processus beaucoup plus actif, beaucoup plus cérébral, mais infiniment plus efficace. La pêche sur glace, ce n'est pas juste faire un trou et attendre. C'est une partie d'échecs qui se joue sur un plateau invisible, et les vieux trous ne sont que les pions déplacés par votre adversaire lors du tour précédent. À vous de jouer le prochain coup. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça a bousculé quelques-unes de vos certitudes. Le point de bascule, le vrai moment eureka, c'est quand on arrête de se demander où est le trou, pour commencer à se demander pourquoi ce trou est-il ici. C'est ce changement de question qui transforme un pêcheur passif en un pêcheur actif et performant. Vous n'êtes plus quelqu'un qui suit les traces, vous êtes quelqu'un qui les interprète pour créer sa propre voie. Et ça change tout. Vous allez commencer à regarder un lac gelé différemment. Chaque groupe de trous deviendra un puzzle à résoudre, une énigme. Et le plaisir de trouver la solution, de valider votre stratégie en sortant un beau poisson d'un trou que vous avez vous-même choisi et percé. Ce plaisir-là est 1000 fois supérieur à celui de prendre un poisson par hasard dans le trou d'un autre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si vous pensez qu'elle peut aider d'autres pêcheurs, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un gros pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines stratégies. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la plus grosse erreur de débutant que vous avez faite et qui, avec le recul, vous fait sourire aujourd'hui? Partageons nos expériences, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.